Depuis quelques semaines, dans cette émission, on nous dit que ces matchs sont des matchs entre gentils, des matchs entre élus qui se connaissent, des matchs entre des élus de même parti politique. Peut-être qu'on a un vrai match ce soir entre Jérôme Talon et la députée Pascale Borde, et à la fois, c'est un match sur lequel il faut que nos téléspectateurs, ceux qui suivent l'émission, puissent comprendre les échanges et les enjeux sur le territoire du Garaud-Danien. Je vais donner la parole à Coralie. Je vais juste rappeler que Madame Borde, dans quelques instants, poserait une question à Jérôme Talon, et Monsieur Talon, vous aurez l'occasion de poser une question également à Madame Borde, et puis Brahim, bien évidemment, sera là pour poser ses questions. Mais Coralie, c'est à vous. On démarre avec quelques questions pour la députée Borde. Ce qu'on voulait vous demander ce soir, la première question que j'ai à vous poser, c'est que est-ce qu'être parlementaire, c'est uniquement à Paris, puisque certains dénoncent votre manque d'implication sur le terrain. On ne vous voit pas assez dans cette circo. Alors je suis ravie de constater que je peux manquer à certaines personnes, mais cela étant, je suis élue à la commission des lois, qui est une commission chronophage. Certainement la commission la plus chronophage. Alors c'est un choix de ma part, hein. Ça suppose que je sois quand même très souvent à Paris, mais je ne néglige pas effectivement la circonscription. Par contre, je fais pas forcément des choses où il y a la presse, ou voilà. Je vais souvent rencontrer les gens chez eux, notamment des parents d'enfants handicapés. Là, évidemment, je fais pas de selfie, je fais tout un tas de choses comme ça. Mais pour des cérémonies, par exemple, pourquoi on vous voit rarement sur des cérémonies? Alors, il y a des cérémonies où je suis ravie que vous me posiez la question, parce qu'une des premières cérémonies quand j'ai été... Parce que là, on est dans quelque chose de républicain. Tout à fait, mais quand j'ai été élue députée, il y a eu la rentrée solennelle de la cour, pas de la cour, l'installation de la procureure de Nîmes. Et j'étais assise à côté du premier président, et de l'autre côté, il y avait le sénateur, alors je ne sais plus si c'est des Boides ou Burgoa. Et je me suis demandé, et donc il y avait, vous étiez représenté, et je me suis demandé comment vous alliez faire pour que je n'apparaisse pas. La photo a été coupée, vous ne m'avez pas citée. Ah bon? Si. Sur Objectif Gare? Sur Objectif Gare. Ah bah écoutez, voilà. très bien. Donc c'est vrai que quand je vais à des événements, si effectivement vous ne me citez pas, changer le téléphone, on va voir avec Romain. Je vais avoir du mal à avoir la visibilité. Pour qu'on puisse faire des plans panoramiques. Voilà. Juste pour continuer ma question, ce que vous venez de nous dire, c'est en tout cas, c'est pas volontaire. Enfin, je vais le préciser parce c'est pas que les gens vont penser qu'en fait je réponds pas, c'est parce que c'est volontaire. Bien entendu que c'est pas volontaire. Il y a tout un tas de cérémonies auxquelles j'assiste. Alors vous n'êtes pas là forcément, mais voilà. Juste pour rebondir sur ce que j'espère vous voir demain à Cameroun. Ce que vous venez de dire, c'est que votre manière de faire de la politique sur le terrain, c'est sur votre circonscription, c'est de rencontrer des gens en tête à tête. La question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous apportez à vos administrés, pour le coup? Parce que c'est vrai qu'il y a une partie à Paris à la commission des lois, mais on ne peut pas négliger quand même sa circonscription. Je fais remonter des informations, c'est le boulot quand même d'un député. Je fais remonter des informations à la fois au préfet ou au ministre, ou à d'autres, ou à l'ARS ou à d'autres autorités. J'essaie de régler au mieux, parce que je n'ai pas la baguette magique. Voilà. C'est pas livré avec le kit député, c'est dommage. Et j'essaie de régler au mieux les problèmes de nos concitoyens. Est-ce que vous avez un exemple? Un exemple, c'est effectivement, on a beaucoup de choses comme ça au moment de la rentrée scolaire, c'est effectivement pour les enfants en situation de handicap, les parents veulent absolument que les enfants aient un compagnon, voilà, un AVS. Et ça, effectivement, ça suppose de nombreux rôle de médiateur, parce que vous avez l'oreille de la préfecture, tout à quoi des citoyens n'ont pas forcément accès. On va revenir sur l'affaire de l'imam de Bagnoles qui a été expulsé. Quand l'affaire a éclaté, vous avez lancé une pétition, en publiant même une vidéo. Est-ce que ce ne sont pas des pratiques d'un autre temps? Alors, je rappelle quand même les faits. Vous avez publié une vidéo pour montrer la soi-disant complicité entre le président de l'agglomération du Garaud-Danien et cet imam qui a été expulsé. Non, ce n'est pas des pratiques de notre temps, parce qu'à un moment donné, il faut aussi appeler un chat un chat. Alors, je ne suis pas connue pour être politiquement correcte. Puis à l'âge que j'ai maintenant, j'ai décidé que quand j'avais quelque chose à dire, je le disais, que ça plaise ou pas. Voilà. Donc moi j'ai été heurtée de voir que personne ne s'était saisi de cette vidéo montrant l'imam, le président d'agglo, le maire et le député sortant, donc mon prédécesseur, voilà, effectivement au sein de la mosquée. Ça ne veut pas dire qu'il oui, parce que sorti d'un contexte. Tout le monde, ce petit monde, si vous écoutez le son dans la vidéo, tout ce petit monde se connaissait, se tutoyait, s'appelait par ses prénoms, et j'ai quand même du mal à imaginer que l'on n'était pas au courant de ce que prêchait cet imam. Ils allaient peut-être pas dans la mosquée. Non, mais alors qu'est-ce qu'ils allaient y faire? Ils allaient prendre le thé à la mosquée? Il y a des relations avec tous les partis, avec toutes les associations. Et ce genre de prêche
Je pense pas que l'imam ait ce genre de prêche, il y avait des élus de la République, mais juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, les élus RN, ils ont voté quand même le bail amphithéotique de cette mosquée. Alors, les élus RN dont je faisais partie... Ça veut pas dire qu'ils cautionnaient les prêches de cet imam. Mais pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. Alors, pour ce qui me concerne, j'étais absente, j'avais donné procuration. Quand on aura... Alors, je ne sais pas si la personne à qui je donnais procuration a voté pour, a voté contre ou s'est abstenue, puisque ça n'apparaît pas sur les délibérations. En tout cas, les élus ça n'apparaît pas sur les délibérations. Pour le bail amphithéotique. Oui, mais pour le bail amphithéotique, ça ne veut pas dire qu'il cautionnait ce que disait l'imam. C'est pas parce que vous avez... le maire de Bagnols non plus. Madame Borne. Si, parce que les élus... Ah non, mais laissez-moi finir. On peut faire de la politique, mais on peut pas être dans le mensonge. Les élus, d'accord, ont des relations autres, et ceux-là avaient des relations amicales, on va les qualifier comme ça. Quand on s'appelle par son prénom, qu'on se tutoie, on se suppose qu'on a quand même des relations amicales. Alors que, effectivement, les personnes qui ont voté, les élus qui ont voté le bail amphithéotique, en tout cas pour ce qui me concerne, je n'ai jamais adressé la parole à cet imam et je n'ai jamais mis un orteil dans cette mosquée. Donc c'est quand même deux choses fondamentalement différentes. Et je termine en disant que ça c'est la dernière partie, enfin pour l'instant c'est la dernière partie de cet épisode calamiteux. Tout a démarré effectivement quand avec le JDD, le journaliste du JDD m'a appelé et que il a réussi à sortir effectivement ce qu'il en était réellement de ce qui se passait dans cette mosquée, parce que jusqu'à présent personne n'en avait parlé. Oui, bon, après, voilà. On va pas s'appuyer sur les journaux de la galaxie Bolloré. Oui, on sait en tout cas, ils ont sorti l'information médiatique et politique. Oui, ils ont quand même sorti l'information, et cette information, et c'est factuel, ça disait bien ce qu'était réellement cet imam et ce qu'étaient ses prêches. Bolloré ou pas. On va parler des bars bagnolais, puisque vous avez été prise en photo avec un patron de bar bagnolais qui a été arrêté avec de la cocaïne dans ses bagages. On rappelle juste qu'il est présumé innocent. Il avait fait plusieurs photos avec vous. Comme Prisca Thévenot. Comme la ministre, il a sa main sur le cou de Prisca Thévenot. Mais on est bien d'accord que vous ne partez pas en Martinique et que vous ne mettez pas de la cocaïne dans vos bouteilles de shampoing. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Simplement, ce monsieur est venu à l'Assemblée, comme beaucoup de monde. J'ai reçu un groupe de 40 personnes, 40 enfants, mercredi dernier, et nous avons pris des photos. Voilà, donc il est venu à l'Assemblée, nous avons pris des photos. Il a été pris en photo, je vous le disais, avec la ministre Prisca Thévenot et avec d'autres personnes. Je l'ai également en photo avec Maxime Couston. Vous le connaissiez ? Je le connais comme tout Bagnolet, puisque effectivement sa sœur exploitait le bar-restaurant La Bourse. Et quand cette affaire a éclaté, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Un trafiquant en moins dans le circuit. C'est tout. Enfin, je n'ai pas de connaissance particulière avec ce monsieur. Je l'ai vu effectivement dans Bagnols, puisque bon, vous échappera pas que il est venu quand même à l'Assemblée nationale. Il est venu à l'Assemblée nationale, mais enfin, j'ai reçu, je vous dis, un groupe de 40 enfants. Mais bien sûr. À l'Assemblée nationale. Oui, mais ça veut dire que quand même il y avait un lien qui vous a permis de l'accueillir. Mais pas du tout. Enfin, je n'ai aucun lien avec les enfants qui sont venus me voir. Et quel lien il avait avec Prisca Thévenot ? Enfin, je veux dire, c'est quand même étonnant que vous me posiez cette question. Non, posez-la à Prisca Thévenot, puisqu'il a la main sur son cou. Enfin bon, il y a quand même beaucoup plus... Non, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que peut-être qu'effectivement, la politique d'aujourd'hui, il faut quand même être dans une vigilance, parce que les raccourcis peuvent être rapides. Ah, mais tout à fait. Les images et de la même façon que pour l'imam de Bagnols, il faut peut-être être vigilant, parce que quelquefois, quand c'est sorti du contexte, on peut aller très loin. J'entends, mais enfin, l'exemple de l'imam de Bagnols, si vous me permettez, est un mauvais exemple, parce que franchement, je pense que vous avez lu comme moi la décision prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. C'est pas rien quand même ce qui lui est reproché. C'est pas rien. Voilà. Moi, trafic de drogue. Non, l'imam, je parle de l'imam. Oui, mais moi je parle du trafic de drogue. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas rien, vous dites c'est pas rien. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Voilà, donc les deux c'est grave. J'ai dit effectivement un trafiquant de drogue en moins dans la nature pour l'instant. Les deux c'est grave. Allez, on parle du député Pierre Meurin à présent. Coralie. Exactement, Pierre Meurin, vous l'avez compris, il a une stratégie d'implantation sur le territoire, vu qu'il a essayé de gagner avec le candidat Le Pargneux Pont-Saint-Esprit. Est-ce que vous avez la même sur votre circonscription, notamment sur Bagnols ? Alors on est différents, ça ne vous échappera pas, on n'est pas de la même génération, enfin, chacun a sa façon de faire. Est-ce que vous en avez une ? Est-ce que vous avez ce souci d'implantation à Bagnols ? J'ai pas ce souci d'implantation, puisqu'à Bagnols, j'y suis implantée. J'y suis née, j'y vis, j'y travaille. Je veux dire, j'ai pas cette même difficulté. Je parle du parti. Du parti. Oui, mais le parti existe et le parti vit sur Bagnols. Voilà. Parce qu'il y a quand même très peu d'élus de la liste du Rassemblement national qui siègent au conseil municipal. Oui, tout à fait, mais je pense que l'explication est peut-être ailleurs. Moi, la première, je ne siège
siège ni au conseil municipal ni à l'agglo. C'est un choix délibéré de ma part. Pourquoi ? Parce que je considère que ce sont 2 chambres d'enregistrement. Et pour en venir plus particulièrement à l'agglo, je pense qu'une des dernières fois, je pense que même que c'est la dernière fois que j'y ai siégé, il y a eu cette scène apocalyptique avec Catherine Chantry, où le président Ray a pendant véritablement, je n'avais pas ma montre, mais ça a duré très longtemps, au moins un quart d'heure, pris Catherine Chantry à partie, lui a infligé un traitement que j'ai jugé totalement ignoble, inhumain, à telle enseigne, c'était pendant le Covid, donc il fallait se lever et aller au micro pour prendre la parole. Et Catherine, donc je me suis levée à un moment donné, parce que je trouvais ça tellement ignoble, le traitement qui lui était réservé. Il y a 4 ans. Je me suis levée, non, il y a 2 ans. Je me suis levée et en 2022, il n'y avait plus le Covid, madame. Non, mais alors c'était il y a 4 ans. C'est une des dernières fois que j'ai siégé. Donc en 2020. Voilà, ça doit être ça. 2021, puisque c'était, on avait encore les masques. Donc je me suis positionnée derrière elle en me disant, pour la soutenir, d'une part en tant que femme et d'autre part en tant qu'élue. Et en me disant, il y aura bien des élus, notamment femmes, qui vont faire la même chose. Non, mais donc, je suis restée comme une imbécile derrière. Juste Madame Borde. Voilà. Donc je trouve que cette façon de faire, d'accord, c'est pas acceptable. Voilà, on entend et puis tout le est décidé que vous avez d'avance sur la manière de faire de la politique. Juste, vous êtes quand même aujourd'hui une députée de la nation. Quand vous dites que dans un conseil municipal ou un conseil communautaire, c'est une chambre d'enregistrement, mais quel est le travail de l'opposition ? Ah, mais tout est décidé d'avance. L'opposition, elle est là. Mais vous pouvez quand même travailler les délibérations. Et quand même, alors on les a travaillés, le temps où j'y allais, nous y allions. Une autre fois, nous les avions votre travail travaillés du temps où d'opposant. nous y allions, mais ça ne changeait strictement rien. Ça ne changeait strictement rien. D'accord, mais vous êtes au fait quand même des décisions qui sont prises. Et une fois la campagne électorale, tout à l'heure, Brahim le disait, qui est en marche, vous pouvez quand même, vous connaissez les dossiers et vous avez un avis dessus, vous avez quelque chose de concret, de pragmatique à proposer aux électeurs. Les dossiers, on les suit parce que effectivement, on a ponctuellement des comptes rendus, mais assister aux commissions, c'est la même chose. J'ai une commission, je crois que c'est la commission des moyens généraux à la mairie. J'ai assisté à quelques reprises. Ça dure, on a trois thèmes. Et en une demi-heure, c'est bouclé. Enfin, je veux dire, moi j'avais indiqué, on a les titres. Est-ce qu'on peut avoir effectivement le contenu des paragraphes et pas que les titres ? Parce que j'appelle pas ça travailler correctement. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être un bourreau de travail. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. Et tant que ça n'est pas terminé, je ne m'arrête pas. Là, ça ne me correspond pas. N'avoir que les titres et d'avoir aucune autre info, ça n'est pas acceptable. Alors, il y a peut-être des gens qui ont l'impression de travailler en faisant ça, pas moi. Voilà. Si c'est pour avoir des infos que je peux trouver ailleurs, je préfère faire autre chose pendant ce temps. Une dernière question, Coralie. Exactement, on va parler des élections européennes qui sont bientôt le 9 juin. D'ailleurs, il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales. Et il n'y a qu'un tour. Emmanuel Macron a dit le RN ne propose rien. Alors moi, ce soir, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pouvez me citer une ou deux propositions du programme du RN pour les Européens ? Alors, je retourne la question à Emmanuel Macron. Que propose Emmanuel Macron et qu'a fait Emmanuel Macron ? Plus exactement, le groupe Renew, dans lequel la majorité présidentielle est membre. Alors nous, effectivement, au Rassemblement national, entre autres, je pense en particulier aux agriculteurs et notamment aux viticulteurs, puisque j'étais à une réunion des viticulteurs vendredi après-midi à Saint-Géniès-de-Malgoire, qui était très, très touchante. Enfin, c'est des gens qui sont au bout du rouleau, vraiment. Il faut vraiment faire quelque chose pour eux. Je profite effectivement de mon passage dans votre émission pour le signaler, parce qu'ils ont un peu l'impression d'être abandonnés par tout le monde. Nous proposons effectivement, non pas comme j'ai pu le lire dans la presse, d'arrêter les traités de libre-échange, mais qu'il y ait des traités de libre-échange avec des clauses miroirs. C'est-à-dire que la France ne soit pas le dernier, toujours le perdant dans ces traités de libre-échange. Il faut qu'il y ait des contreparties et il faut surtout que notre agriculture soit sauvée. Je ne voudrais pas que l'on sacrifie nos agriculteurs comme on a sacrifié les pêcheurs. Les pêcheurs, on les a littéralement sacrifiés. Bruxelles avait décidé qu'il n'y aurait plus de pêcheurs en France, notamment sur la côte atlantique. Entre Bruxelles et le Brexit, il n'y a plus de pêcheurs. Donc je ne veux pas qu'il arrive la même chose avec l'agriculture, et les textes que je vois arriver, les projets de textes que je vois arriver, notamment sur Bruxelles, me laissent à penser qu'on a décidé que notre agriculture serait morte d'ici peu de temps. Il n'y aura pas beaucoup, notamment pour les viticulteurs, à faire, puisque si 2-3 mois, on n'a pas trouvé une solution, ils sont morts.
Voilà. Donc, entre autres, c'est ça. Revenons également sur l'immigration. C'est la submersion migratoire. Oui. Oui. Attendez, mais j'attendais que ça. Mais voilà, je savais qu'il fallait que je vous fasse plaisir. C'est à cause de l'immigration que vous n'avez pas gagné à cet esprit. Voilà, et allez, ça part de là. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, monsieur. Ça m'étonnait que vous ne parliez pas d'immigration. Vous l'avez enchaîné. C'est un gros mot. On va laisser finir mais votre proposition concrète. Je ne savais pas que le mot immigration était un gros mot. Non, mais votre proposition concrète, du coup. La Parce que là, on a vu par exemple le Royaume-Uni qui a décidé d'expulser les migrants, peu importe l'origine, au Rwanda. Tout à fait. Ça vous va, ça? Ah, mais moi je suis entièrement pour. Enfin, je veux dire, j'ai pas de pour souci avec ça. Pour expulser des gens qui n'ont rien à voir avec le pays dans le pays. Oui, mais les gens qui viennent ici, pour la plupart, n'ont rien à voir avec la France. Non, pardon, je pense qu'on s'est mal compris. En fait, ce qu'a décidé le Royaume-Uni, je sais ce que c'est d'expulser des étrangers vers le Rwanda, du Sénégal, vers le Rwanda, alors que ces gens-là ne parlent pas la même langue. Donc mais enfin, si vous regardez en France, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en France et qui ne parlent pas notre langue. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais enfin, j'ai aucun souci avec ça. Oui, c'est une mesure dont nous pourrions effectivement nous inspirer. Oui. Allez, Brahim, votre question à la députée Pascal Borde. Avant ma question, je vais aller très vite. S'il vous plaît. Là où ça me rassure quand même, malgré tout, parce que vous parlez d'immigration, je ne comptais pas en parler, mais c'est vous qui en avez parlé là. Donc du coup, là où ça me rassure, c'est que donc du coup, je fais un coup de clin d'œil à tous les élus qui font la course un petit peu aux électeurs du Rassemblement national, puisqu'on voit qu'il y a des rapprochements entre les uns et les autres, on se fait des mamours, etc. On essaie d'expliquer qu'au bout du bout, c'est à travers les problèmes liés, soi-disant, entre guillemets, entre l'immigration, que ça va résolver ou que ça va donner envie aux gens d'aller voter au Rassemblement national. Je vous dis très simplement, les gens, ils l'ont prouvé à cet esprit, ils ont besoin qu'on parle du pouvoir d'achat, de remplir le frigo, tout simplement. Voilà. La question, je vous l'ai dit, Madame Borde, est-ce que vous pensez que de parachuter des gens dans des endroits, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir être élu indéfiniment comme ça à travers les différents territoires de la France, parce que je veux dire, les gens ne sont pas dupes et ils le voient. Donc du coup, leur priorité actuellement, ce n'est pas les problèmes liés à l'immigration, etc. Le problème actuellement, c'est lié au pouvoir d'achat. Donc lorsque vous penserez à parler plus de ça que d'immigration, peut-être que les gens vont penser que vous êtes plus crédible qu'autre chose. Je vais vous dire, actuellement, il y a tout un tas de problèmes que rencontrent nos concitoyens. Le pouvoir d'achat en est un, il n'est pas négligeable, mais l'éducation est également un problème. L'état de nos hôpitaux en est un autre. Le manque de médecins, et sur le secteur, dans le Gard rhodanien, un médecin à Pont pour 10 000 habitants, Bagnols, c'est pas mieux. Moi, j'ai passé l'après-midi à téléphoner pour que mes parents en aient un maintenant. 85 et 89 ans et de lourdes pathologies, c'est quand même inquiétant, d'accord ? Ça, c'est aussi une vraie priorité. Je vous prie de croire que les remontées que j'ai dans ma permanence parlementaire, c'est effectivement celle-ci. Et puis la sécurité, ça en est une autre. Je pense en particulier à ce gamin de 15 ans qui est mort, qui a été poignardé par un jeune Afghan. Si vous souhaitez vouloir vivre dans un monde comme ça, moi, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. J'ai envie quand même que... Et encore une fois, c'est pas du racisme comme je l'entends ou autre tout le temps, c'est juste une question de savoir ce que l'on veut dans la société. Est-ce que en tant que parent, juste en tant que parent, vous avez envie que vos enfants aillent à l'école et ne reviennent pas vivants ? Moi perso, c'est pas mon envie, c'est pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. Et si ce monde-là devait être, eh bien moi je me refuse à appartenir à ce monde-là. Voilà, et c'est moi qui émigrerai, moi. Allez, Jérôme Talon, c'est à vous. À présent, votre question à notre invité, Pascal Borde. Déjà, d'accord, je crois que c'était à la fin qu'on se posait la question. C'est à vous. Je n'y étais pas non plus. Désolé. Alors, Madame Borde, je vais y venir, puisque moi, alors, franchement, j'allais vous poser une question qui était plus sur quelque chose de national, et finalement, vous me donnez l'occasion de venir sur le grand local, pas sur la ville de Bagnols, mais sur le grand local. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a heurté profondément. Parce que le président de l'agglomération du Gard rhodanien, on peut le combattre sur des idées politiques, mais oser dire que le système est féodal, ça suppose derrière qu'il n'y a rien, je dis bien rien de démocratique, et vous l'avez dit vous-même, sur l'élection des vice-présidents notamment, il n'y a rien de démocratique dans ce qui s'est passé. Donc ce que vous dites, c'est soit de la diffamation, un mensonge, et vous l'assumez visiblement, donc ce système féodal. Donc expliquez-moi comment dans un système féodal, on peut arriver à un système féodal en passant par des élections. Expliquez-moi.
Et en plus, vous êtes juriste, peut-être que vous avez la vraie solution. Alors, dans le petit monde de l'entre-soi, ça peut tout à fait se comprendre. Je ne conteste pas le fait que tous les membres, effectivement, du Conseil communautaire aient été élus. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, pas féodal. Après... Si. Pas féodal déjà, élu. Non, pas féodal. Écoutez, non, c'est après la désignation des présidents, effectivement, des vice-présidents. D'accord. Tous élus. Tous élus. Et moi, les retours que j'ai, notamment, et système féodal aussi quant à la prise de décision, et quant, effectivement, au fait que les maires soient complètement noyés dans tout ceci. Puisque, et je ne citerai pas de nom, mais un certain nombre de maires, quand je les ai en entretien, effectivement, individuel, me disent qu'ils sont obligés d'en passer par là s'ils veulent avoir certaines choses qu'ils n'auraient pas s'il leur venait à l'idée de déplaire au pouvoir en place. C'est ce que j'appelle un système féodal. Système féodal aussi et système misogyne, je le rajoute. Puisque, effectivement, la parité n'est pas respectée à l'agglomération du Gard rhodanien. Alors, les leçons de parité au RN Monsieur Talon, combien y a-t-il de femmes vice-présidentes? Non, mais j'attends le chiffre. J'attends le chiffre. La parité au RN à d'autres. C'est pas le RN qui est en jeu, c'est l'agglomération du Gard rhodanien. Ne donnez pas des leçons sur la parité. À titre personnel, je n'ai pas la prétention de donner des leçons. Vous m'avez posé une question, je vous en pose une autre. Combien y a-t-il de femmes actuellement vice-présidentes à l'agglo du Gard rhodanien? Vous avez une belle veste, Madame Borde, mais vous, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne vais pas défendre Jérôme, mais parce qu'il n'a pas besoin de moi. Voilà. Alors je ne vais pas la sortir. Mais quand vous parlez de système féodal, Jean-Marie Le Pen. C'est pas un système féodal. Oui, mais ça s'apparente. Maréchal. Jordan Bardella, je crois qu'il est avec la petite fille. Vous êtes mieux renseigné que moi. Et vous nous parlez de système féodal. Vous devez lire Paris Match. Non, mais je veux dire, vous nous parlez de système féodal, Madame Borde. Revoyez votre lexique. Alors, non, je ne reverrai pas mon lexique. Je ne peux pas vous laisser dire de ça. L'expression est parfaitement adaptée. Vous donnez le bâton pour vous faire battre, Madame Borde. Non, je ne donne pas le bâton pour vous faire battre. Je maintiens que dans l'agglomération du Gard rhodanien n'est qu'une chambre d'enregistrement. D'accord? Oui, mais... Non, mais ça... Allez-y, suivez les débats à l'agglomération du Gard rhodanien. Mais venez-y. Mais je vous ai expliqué pourquoi je n'y allais plus. C'est un manque de respect pour vos électeurs. C'est un manque de respect pour vos électeurs. Alors à ce moment-là, dites-le à tous les membres du conseil communautaire qui ne siègent pas. Regardez combien il y a d'absents au conseil communautaire. Madame la députée, est-ce que ce qui vous dérange pas finalement, est-ce que c'est peut-être pas le système des EPCI? Mais ce qui vous dérange, c'est peut-être... Oui, je suis contre le système des EPCI. Parce que c'est pas Jean-Christian Rey qui est en cause. Parce qu'il y a d'autres présidents d'agglomération dans le Gard ou de communautés de communes qui fonctionnent de la même façon. Je reviens au fonctionnement au début, en tout cas des EPCI. On nous a vendu l'idée en nous disant on va mutualiser parce que les petites communes ne peuvent pas avoir un service juridique, un service de ceci, un service de cela, vous allez voir, ça va être fantastique et ça coûtera moins cher. Voilà, tout à fait, et ça coûtera moins cher. Mais justement, avec des services qui seront plus adaptés, on va mutualiser. L'idée à la base était bonne. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que finalement, pour la plupart, c'est pas ça du tout. Et quand vous écoutez les maires disent mais nous, on sert à quoi finalement? On a perdu nos compétences, on a perdu notre pouvoir, on ne sert à rien si ce n'est à recevoir finalement les doléances et les critiques d'un certain nombre de nos concitoyens. Ça, on l'entend de la part de beaucoup de maires. Et j'en terminerai avec l'agglo du Gard rhodanien, qui est quand même une agglo particulière. Sur les deux dernières, la mandature actuelle et la mandature précédente, quels sont les projets qui sont sortis? À part l'achat de l'hôtel de l'agglo, quels sont les projets pour nos concitoyens? On n'a toujours pas de projet piscine. Alors ça, si vous saviez la piscine, moi ça fait 30 ans que j'en entends parler. Bon, ça c'est pas Jean Talon qui vous répondra. On posera la question à Jean-Christian Rey. Il n'y a aucun il y a d'autres projets. Il y a un projet de territoire quand même, qui a été travaillé pendant longtemps et en concertation avec les maires quand même. Le projet de territoire. Je suis pas là pour défendre Jean-Christian Rey. Qu'est-ce que ça va donner? Il faut dire un peu qu'il y a un peu de travail de fond. Très sincèrement, nos concitoyens, des projets, ils n'en peuvent plus. Ils veulent des réalisations. Voilà. Il serait temps qu'on passe à la réalisation. Allez, c'est votre question à présent, Madame Borde, votre question à Jérôme Talon, s'il vous plaît. Monsieur Talon, question plus particulièrement sur Bagnols. Si je vous répondais, si je peux, n'oubliez pas, je suis directeur général des services. Et j'ai donc un devoir de réserve. Exactement. Mais vous allez pouvoir répondre. Effectivement, puisque Bagnols manque cruellement d'attractivité, c'est quelque chose qu'on entend. J'ai posé la question à diverses personnes de villages avoisinants et je leur dis mais est-ce que vous venez un peu sur Bagnols? Surtout pas.
Surtout pas. Nous, on va à Nîmes ou sur Avignon. On ne vient plus sur Bagnols puisque on ne trouve pas ce qui nous convient, effectivement. À Bagnols, il n'y a plus de magasins qui nous intéressent, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'ambiance. Même chose pour les médecins. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Cernac qui fait venir 3 médecins. Cernac, c'est plus petit que Bagnols. Moi, je suis envieuse, hein, mais c'est vrai que l'attractivité de Cernac, qui est un très très beau village, n'a strictement rien à voir avec Bagnols. D'où ma question. Que comptez-vous faire, que compte faire la ville de Bagnols pour rendre effectivement cette commune qui a quand même un haut potentiel, vraiment tout n'est pas négatif, il y a quand même un haut potentiel, pour la rendre beaucoup plus attractive, pour que des personnes veuillent y venir, des médecins veuillent s'installer, des avocats veuillent venir. Allez, on va laisser Jérôme Talon répondre. Merci beaucoup, Mme Borde. Eh bien, si vous ouvriez les yeux dans la commune en vous baladant, puisque vous y êtes, paraît-il, ce que vous dites. Non, c'est pas paraît-il, j'y suis. Non, paraît-il. Vous êtes plus souvent à Paris. Alors, je peux vous montrer tous les points de deal. Oui. Effectivement, notamment le checkpoint qu'il y a derrière derrière les pads. Derrière les pads. Pourquoi vous y passez là-bas? Ah, ben j'y passe. Voyez-vous, j'y passe et j'ai même voulu faire un reportage photo mais comme j'étais toute seule, je me suis fait refouler. J'ai pas eu le courage, effectivement. Si j'avais été accompagnée, je l'aurais fait. Alors, on va laisser répondre Jérôme Talon si vous voulez bien, Madame Borde. Mais bon. Allez-y, monsieur Talon. Il vous a pas échappé que depuis des années, Bagnols est en travaux. Il y a d'énormes travaux qui sont faits avec le centre-ville qui est largement concerné. Il y a tout le programme en rue qui va. Vous inquiétez pas, 2025, vous verrez bien les choses. Tout est en train de se mettre en place. Il y a énormément d'investissements qui sont prévus sur cette ville. Pour la rendre attractive, d'abord, il faut la rendre, accessible, des infrastructures qui permettent de l'accueil, et il y a des problématiques, et ça, elles sont pas nouvelles, mais si c'était que Bagnols-sur-Cèze, je pourrais accepter la critique telle qu'elle est faite, mais par contre, sur le commerce notamment, c'est pas nouveau. Toutes les villes moyennes souffrent, et c'est très difficile. Les commerçants souffrent, on le sait. On travaille avec les associations de commerçants, celles du centre-ville, mais aussi les autres, parce qu'il y a aussi les grandes surfaces, et les grandes surfaces, elles comptent aussi à Bagnols-sur-Cèze. Donc oui, à Bagnols-sur-Cèze, il y a des actions qui sont menées par le maire et l'équipe en place, et peut-être qu'on se retrouvera d'ici 2 ans pour faire le bilan. Allez, Coralie, quelques questions pour notre invité Jérôme Talon. Et je m'adresse bien sûr aux représentants du parti Renaissance, et j'espère, s'il vous plaît, que vous n'allez pas faire de langue de bois. Ma première question. J'ai des réponses. J'ai l'habitude. Et des réponses courtes et efficaces, parce qu'on est déjà si je veux faire la langue de bois, je ferai long. Est-ce que vous espérez que M. Bouvier, donc, qui est maire de Pont-Saint-Esprit, est la première vice-présidente, comme ça a été le cas avec Claire Lapéronie, qui était première vice-présidente aux mobilités? Enfin, une femme en moins. D'abord, c'est pas moi qui vais décider, mais par contre, effectivement, tel que c'est fait à l'agglomération, Pont-Saint-Esprit avait la première vice-présidence. Il n'y a pas de raison que ça change. Mais après, c'est les élus qui vont en décider. Je vous rappelle que l'élection, elle se fera au conseil d'agglomération. Donc, c'est les élus, les 75 élus de l'agglomération qui voteront. Oui, là, ce que vous me dites, c'est que de tradition, c'est comme ça que ça se fait, puisque c'est la. Non, là, c'est pas de tradition, c'est depuis 2020, parce qu'avant, c'était Christophe Serre qui avait la première vice-présidence. Maintenant, il est deuxième. Oui, mais ça a changé. Donc, comme quoi, les choses peuvent changer. Je vous dis juste que c'était pour Saint-Esprit en 2020. Je ne sais pas ce que ça va donner lors du prochain renouvellement, mais c'est la première vice-présidence qui va se libérer. Mais vous donc de fait, on va élire le premier et ou vous la l'espérez première quand même, vice-présidente. puisqu'il est membre du parti Horizon, c'est un cousin, ça permet de faire croître la majorité présidentielle. On est bien d'accord. Mais il sera peut-être pas candidat. Je vous rappelle qu'il va aller à l'agglomération avec plusieurs personnes de sa majorité. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre candidat pour la vice-présidence. Alors si c'est pas l'agglo, est-ce que lui pourrait peut-être se réserver pour les prochaines départementales? Et est-ce que vous, en tant que membre du parti Renaissance, vous ne craignez pas un combat de coq entre Christophe Serre, qui est lui conseiller départemental sortant, et Monsieur Bouvier? Et pourquoi ça serait un combat de coq? Je comprends pas. Mon image, elle était jolie, 2 hommes, 2 coqs, c'était mignon. Non, c'était pour vous dire. Non, mais je comprends pas au sens politique, parce que Christophe Serre, que je sache, n'appartient pas à la majorité présidentielle. Que je sache, Christophe Serre n'appartient pas à la majorité présidentielle. Donc derrière, c'est légitime que sur ce canton, quel que soit le candidat, il puisse y avoir des candidats de la majorité présidentielle. Pour vous, il en faut. Mais je vous dis, c'est légitime. C'est légitime. Est-ce qu'il y en a eu aux dernières? Est-ce qu'il y en a eu aux dernières? Il n'y en a pas eu aux dernières. Donc. Est-ce que M. Bouvier est la personne idoine? Mais pourquoi ça? Il est même pas élu maire, qu'on demande déjà s'il va aller au département. Franchement, c'est à lui qu'il faut poser la question. Absolument pas. Parce que bien sûr que s'il est responsable politique, avant même que moi j'y pense, il avait déjà calculé. Absolument pas. Il faut attendre le tweet d'Yvan Lachaud. Donc écoutez-moi, ça. On parle des problèmes de délinquance, peut-être, Coralie? Oui, ça sera exactement. Comme à Nîmes, Bagnols connaît des problèmes
Tous les sujets sont intéressants. Après, chacun y a sa hiérarchisation, mais ne nous faites pas passer des vessies pour des lanternes. Donc, comme Anime Bagnol connaît aussi des problèmes de délinquance et de son Madame la députée de drogue. On travaille ensemble. Quelle relation? Non, pas du tout. Moi, j'ai une carte, c'est ma carte de presse. Quelle connivence. Quelle relation avez-vous avec l'État? Est-ce que son action vous satisfait aujourd'hui? Nîmes a des problèmes de délinquance et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur Nîmes, mais il y a aussi Bagnol derrière. Bien sûr, Bagnol a des problèmes de délinquance. Moyens, on a beaucoup parlé du CSI de Nîmes, du contrat de sécurité intégré avec les moyens débloqués pour Nîmes. Mais derrière, il y a aussi Bagnol. Donc, quels moyens allez-vous avoir et est-ce que vous êtes satisfait de l'action de l'État? Oui, on est très satisfait de l'action de l'État, mais évidemment, par contre, il faut aller bien plus loin. Il y a déjà eu des points de deal qui ont été démantelés. Par contre, on ment pas aux gens, les points de deal, une fois qu'ils sont démantelés, on sait très bien que ça se déplace aussi. Donc le but, c'est de harceler, de faire du harcèlement en permanence sur les points de deal. C'est ce que nous faisons. Mais nous le faisons aussi dans le cadre de la loi, avec des moyens qui sont posés. Est-ce que vous avez assez de moyens? Les moyens là, oui, bien sûr, je vais vous le dire. Le moyen, ça s'appelle le GLTD, qui est mené par la procureure. Elle décide de l'enclencher sur des lieux en particulier, et derrière, on y met les moyens. Donc, les moyens policiers et de justice sont plutôt concentrés sur ces lieux-là pendant un certain temps pour arriver à éradiquer. Je vous rappelle que sur l'avenue de la Maire, il y avait un point qui était très célèbre, le 14 avenue de la Maire. Aujourd'hui, c'est éradiqué. Mais par contre, on sait très bien que, parce que moi je ne fais pas de la langue de bois et je rase pas gratis comme Madame la députée qui a évidemment, la solution, si elle est élue, il y aura plus de délinquance, il y aura plus de trafic de drogue. Sauf qu'au 14 avenue de la Maille, j'y passe 2 fois par jour et ils sont toujours là avec les 2 fauteuils. On connaît bien vos promesses qui de toute façon n'amènera à rien. Bien sûr, en tout cas, vous verriez les 2 fauteuils, les 2 personnes qui sont dessus. Mais bien sûr que oui, Madame Borde, bien sûr que oui. Vous dites n'importe quoi, Madame Borde. Non, c'est vous qui dites n'importe quoi et c'est vous qui faites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi, Madame Borde. S'il vous plaît. Il vous a pas coupé quand on vous a posé des questions et que vous avez répondu. Ce serait bien de respecter Monsieur Talon. Juste un mot quand même pour rappeler. Le problème féodal, ça a un impact sur moi. Que la procureure de la République sera en plateau demain, donc nous aurons l'occasion, bien évidemment, de l'interroger sur la situation de Bagnol-sur-Cèze. Et d'ailleurs, elle a communiqué de l'action du gouvernement. Et elle a communiqué cette fin de semaine, je voudrais le préciser, sur des démantèlements sur Bagnol-sur-Cèze et beaucoup d'arrestations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Il faut aussi dire la vérité. On peut pas être que dans la fake news. Mais ça suffira jamais, Madame Borde. Ça suffira jamais. Vous l'avez dit vous-même. Ça suffira jamais. Allez, on va parler santé. Monsieur Talon, restez concentré sur Madame Mollary. Oui, j'essaye. Cet été, les urgences de Bagnol pourraient de nouveau fermer. J'ai bien dit pourraient de nouveau fermer. Pardon. Voilà, les urgences. Cet été, les urgences de Bagnol pourraient de nouveau fermer. J'ai bien dit pourraient. Est-ce que c'est un sujet auquel vous êtes attentif et quelle action Non, pas fermé. Vous pouvez il y a de la régulation, mais il n'y a pas de fermeture des urgences. Il y a de la régulation, il y a une maison médicale de garde qui a été créée, qui fonctionne très très bien. On est même en train de créer un 3e poste administratif pour justement accueillir encore plus. Les médecins qui tournent sont coordonnés par 2 médecins coordonnateurs et ça se passe très très bien à la maison médicale de garde. C'est une façon aussi d'améliorer l'offre de santé. On sait très bien qu'effectivement l'offre elle est tendue sur le secteur du Garaudannien, à Bagnol, ailleurs. Évidemment pour Saint-Esprit c'était bien plus fort. Mais par contre, évidemment qu'on est attentif à ça. Les urgences n'ont pas de risque de fermer. Il y a de la régulation aux urgences. Et je peux vous dire que cette régulation-là, elle a au moins un bon côté, je dis bien un bon côté, c'est que c'est vraiment des urgences qui arrivent aux urgences. C'est pas de la bobologie. La bobologie, elle engluait les urgences. Et les urgentistes, ils n'en pouvaient plus, la bobologie. Aujourd'hui, grâce à la maison médicale de garde, eh bien oui, cette bobologie, elle a été décalée sur la maison médicale. C'est aussi une façon, lorsqu'on a des soucis, il faut être pragmatique et trouver des solutions. C'est ce que nous faisons. Une dernière question sur les européennes, Coralie. Exactement. Croire les sondages, la majorité présidentielle, elle est en difficulté. Elle est devancée largement par le Rassemblement national et elle est talonnée par Raphaël Glucksmann qui conduit la liste PS Place Publique. Comment d'abord vous expliquer cette tendance? Est-ce qu'il est encore possible de l'inverser? L'inverser, honnêtement, je mentirais en disant que l'inverser, ça serait plus qu'un exploit et ça serait du niveau de Pont Saint-Esprit au niveau des résultats si ça se passait comme ça. Le but c'est de sauver les meubles. Non, le but c'est d'abord de faire le plus de voix possible, donc de continuer à convaincre sur le terrain. Valérie Hayé, que pour le coup, elle, je connais bien, est vraiment une très bonne candidate, une très bonne députée sortante qui, elle, a été présente au Parlement européen, à la différence de certains qui se vantent aujourd'hui de défendre l'Europe, mais qui n'étaient pas là lorsqu'il fallait voter, évidemment, en faveur des bons traités pour la France. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi, Monsieur Bardella. Vous prenez toutes les... Non. Juste pour rester sur ma question, parce que je
pense que donc, ça intéresse... donc je veux vous dire que c'est très très difficile. Mais comment vous l'expliquez cette situation? Parce que c'est vrai que là, on a vu quand même le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Il a donné des interviews qui ont été diffusées dans des quotidiens régionaux. Pourquoi ça ne décolle pas? Parce que ça imprime pas d'abord chez les citoyens. Je peux vous dire que à force de taper sur l'Europe, vous savez, il y a ceux qui croient que l'Europe peut apporter des solutions. Et je crois que non seulement l'Europe peut en apporter, mais par contre il faut effectivement faire évoluer l'Europe, et ça c'est le but des députés européens de tous les pays, d'arriver à faire évoluer l'Europe. Il y a un cap qui est donné par le président de la République. Je pense que les gens, à force d'entendre chez l'ensemble des partis quasiment qu'il faut moins d'Europe, et surtout que l'Europe est la cause de tous les maux qu'il y a en France, derrière, il ne faut pas s'étonner que les extrêmes... Là, on comprend. Je peux finir. Oui. Que les extrêmes, sur le coup, prennent énormément de potentiel de voix. Après, le seul qui, moi, me va bien après Valérie Hayé, c'est Raphaël Glucksmann. Parce qu'il a changé de paradigme par rapport à la dernière fois. Il est maintenant beaucoup plus placé sur un pro-européen et sur un côté progressiste. Alors certes, avec certainement des mesures de gauche plus marquées chez Raphaël Glucksmann, ça, on en est tout à fait d'accord. Mais par contre, je trouve que la façon d'aborder l'Europe de Raphaël Glucksmann, d'abord, je pense qu'elle est la bonne, sa dynamique. Il a réussi à la créer. C'est comme ça. Vous allez voter pour lui le 9 juin? Absolument pas. Je voterai pour Valérie Hayé. Mais si je n'avais pas à voter pour Valérie Hayé, oui, je voterai pour Raphaël Glucksmann. Non, parce que quand même, la question de fond et le débat, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que la liste... Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup nationalisé le scrutin, à tort ou à raison, mais à tort certainement, mais le scrutin a été nationalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, la candidate de la majorité présidentielle, on voit bien qu'elle perd un peu les électeurs de gauche qui retrouvent Raphaël Glucksmann. Ouais. Est-ce que vous ne payez pas la réforme des retraites, la loi immigration, qui fait qu'il y a votre électorat de gauche qui est parti? Tout à fait, une partie de l'électorat de gauche progressiste qui est parti effectivement chez Raphaël. Bien sûr qu'on le paye. C'est évident. Allez, Brahim Aber, votre question pour terminer. Mais je suis obligé de répondre un petit peu à ça parce que j'ai laissé passer des choses. Déjà, premièrement, les élections européennes, franchement, il y a très peu d'intérêt pour les électeurs. Peut-être à ce stade. Si on arrive, non, mais vous verrez, si on arrive déjà à 30 à 40% de personnes qui vont se déplacer pour aller voter, ce sera déjà bien. Alors que c'est fondamental. Les gens n'y comprennent rien quand vous leur parlez pour un scrutin avec des listes à la proportionnelle, etc. Ils comprennent rien du tout. Donc, c'est-à-dire quand le Front National va faire son pourcentage, c'est pas le fait qu'ils ont un haut par rapport au sondage, c'est par rapport au nombre de votants qu'il va avoir. Donc c'est-à-dire qu'on sait que leur électorat va se mobiliser ce jour-là. Et les autres n'arrivent pas à mobiliser, tout simplement. Et la question que je veux poser, du coup, a un sens par rapport on le voit par rapport à Renaissance et Horizon. Monsieur Talon, quelle est la différence qu'il y a avec l'ancien Premier ministre d'Horizon, qui était avec En Marche pendant un temps, vous avez changé de parti, vous l'avez appelé Renaissance, et qui au bout du bout, les gens n'y comprennent plus rien. Donc expliquez-moi, quelle est la différence entre Horizon et Renaissance? Mis à part le fait que Horizon, on est d'accord, c'est linéaire, et que Renaissance, c'est l'envie de pouvoir essayer de redécouvrir quelque chose de nouveau. Donc dites-moi, quoi la différence? Allez, on va écouter Jérôme Talon. La différence d'abord, c'est parce que chez En Marche, il y avait des gens de plusieurs horizons, de droite, de gauche. Ouais. Renaissance a agrégé une partie de ces personnes-là, et Édouard Philippe ne s'est pas caché qu'il ne se sentait pas à l'aise chez En Marche, et qu'il avait envie de porter, lui, la création d'un parti qui s'appelle Horizon, certainement plus marqué à droite, clairement, et ça, je veux dire, il s'en cache pas. D'abord, vous avez vu que ça vous a pas échappé, les propositions d'Édouard Philippe sur certaines réformes sociétales vont bien plus loin que ce qu'a porté la majorité présidentielle. On parlait de la retraite tout à l'heure. Édouard Philippe, c'est 67 ans, l'objectif, donc très clairement, c'était pas 65. Donc, il faut absolument dans la majorité qu'on essaye d'agréger un maximum de personnes qui font partie de cette majorité, chacun avec leur conviction. Donc oui, Édouard Philippe est un marqueur peut-être, bien sûr, plus à droite que Renaissance. Mais moi, ça ne me choque pas. J'ai des désaccords avec Édouard Philippe, mais comme j'ai des désaccords dans la majorité avec Renaissance. Merci. Ça ne me pose aucun souci. Merci beaucoup, Jérôme Talon, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été là ce soir, dans ce match, avec la députée Pascale Borde. Merci beaucoup, Madame Borde.